Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Attendez, je vais vous raconter un peu ma vie là. Je rentre du Maroc, tu vois, vacances super, très sympa, etc. Et donc je retourne chez moi. Bon, déjà là, on est dans des températures qui sont plus souvent négatives que positives. Et la chaudière a claqué. Et c'est pas drôle. On s'est tapé 2 jours où il faisait 13 dans la maison. Et voilà, là ça commence à aller mieux. On a réussi à pas tomber malade, donc c'est très chouette. Mais c'est pas de ça dont on va parler. Parce qu'on a du pain sur la planche de cet épisode. Première chose, je me demande si ce serait pas temps d'investir dans LVMH. Ça fait très longtemps que j'esquive cette action, mais c'est le truc, à chaque fois on a l'impression ça ne peut que monter. Donc j'hésite en fait, parce que d'un côté, si je rentre aujourd'hui dans LVMH, c'est à peu près sûr que ça va se mettre à se casser la figure, parce que c'est un petit peu cette histoire que j'ai avec ce genre d'entreprise. Voilà, on va lire ensemble un petit article sur LVMH pour essayer de se motiver. Deuxièmement, je vais vous raconter une histoire d'une action, une histoire d'une biotech. Vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est le genre d'histoire qui nous aide à grandir et à pas répéter les mêmes erreurs. Vous allez voir que c'est assez rigolo. Je vais vous dire également le nombre de dividendes que j'ai reçus ce mois-ci, et je vais vous dire enfin où j'en suis de ma réflexion avec Bucks et avec les courtiers en général. Il y a du nouveau, je partage ça avec vous. Alors, on commence par un petit article sur LVMH. Voilà, alors est-ce que c'est le moment d'investir dans LVMH? Dites-moi. Moi, le problème que j'ai avec LVMH, c'est que c'est pas du tout des produits que je consomme en fait. C'est pas un secteur qui m'intéresse tellement, le luxe, parce que quand j'ai de l'argent, j'ai pas envie de le mettre dans des objets. J'ai envie soit de l'investir dans des actions, soit de l'investir pour progresser, soit à la limite de faire des voyages ou ce genre de choses. Mais avoir des objets qui coûtent cher, ça m'intéresse pas, quoi. Vous verriez la tête de ma voiture, vous vous diriez que je suis vraiment un clochard, quoi. Non, je n'aime pas mettre mon argent dans des trucs de luxe. Et j'ai souvent cette discussion avec Xavier dans notre podcast, et il me dit, mais justement, si tu utilises pas ton argent dans le luxe, profite du fait qu'il y a plein de gens qui claquent des thunes incroyables là-dedans pour te faire un petit billet sur ce secteur. C'est un secteur dans lequel je me suis jamais exposé, donc voilà, j'hésite à investir dans LVMH. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Il y a un truc qui me pousse quand même à investir dans LVMH, c'est que je me dis que vous voyez, un sac qui va coûter, je sais pas combien ça coûte, j'en ai absolument aucune idée, peut-être que il doit avoir des sacs à 1000 balles, à 3000 balles, peut-être à 5000 balles, il doit avoir aussi des collections de sacs à 20 000 balles, ou j'en sais rien. Je me dis que un sac qui comme ça génère quelque chose comme 3000, 4000 balles, disons que en termes d'efficacité, en termes de création de valeur, c'est plus intéressant que 20 sacs bon marché qui vont peut-être dépenser plus de ressources. Donc je pense que le secteur de luxe a cette efficacité de changer des petites quantités de matière et des petites quantités de travail en énormément de valeur. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez efficace et intéressant. Alors, on va lire cet article et voir si on y trouve une motivation pour investir. Que dire quand l'exception devient une habitude? Que c'est tout sauf une surprise tant le leader mondial du luxe nous a habitués ces dernières années à tutoyer les sommets. Le groupe de Bernard Arnault n'a pas dérogé à la règle quand il a publié ses derniers chiffres d'activité trimestrielle. Ainsi, LVMH a vu son chiffre d'affaires bondir de quelques 20% l'été dernier. Ouais, c'est assez fou. Quant à la division mode, elle fait mieux encore. Côté vin et spiritueux, les chiffres ont été aussi largement à la hauteur en dépit de quelques problèmes d'approvisionnement. Pour Antoine Fraisse-Soulier, bonjour à tous, responsable chez eToro, les trimestres se suivent et se ressemblent pour LVMH. Le mec, ils l'ont contacté pour ça. Ah, je trouve ça trop drôle, on l'embrasse, le mec ils l'ont contacté pour dire ça, pour dire les trimestres se suivent et se ressemblent, mais ok, je t'embrasse Antoine. Alors ainsi, sur les 3 trimestres de l'année 2022, les 75 maisons de ce qui est la première entreprise d'Europe pour sa valeur boursière, ouais, c'est quand même intéressant, parce que quand vous êtes sur des choses qui sont aussi massives, et quelque chose qui est aussi massif et qui est capable d'avoir autant de croissance, c'est quand même super intéressant. Mais vous voyez, c'est ça le problème que j'ai avec LVMH, c'est que on se dit ouais mais non mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir continuer comme ça, et j'ai peur que si je rentre, ça se casse la figure. Donc c'est aussi pour vous que je fais ça, hein. Si vous êtes investi déjà dans LVMH, sachez que si je rentre sur le dossier, ça peut se casser la figure, quoi. Donc je sais pas quoi faire, aidez-moi. On t'enregistre
enregistré un chiffre d'affaires de 56 milliards d'euros, soit une hausse de 28% par rapport à 2021. Les mecs, quoi. En 2022, ils font une année exceptionnelle par rapport à 2021, alors que 2021, c'était déjà... Enfin, c'est fou. L'entreprise de Bernard Arnault a pu profiter un maximum de l'appréciation du dollar qui permettent de générer des effets de change très positifs, mais aussi du retour massif de touristes asiatiques et américains après la période du Covid. Quel va être l'impact de la conjoncture mondiale? Aujourd'hui, cependant, il semble que le maintien de tels niveaux stratosphériques semble quelque peu compromis en raison de la conjoncture mondiale actuelle. Quel va être en effet l'impact de la crise énergétique, de l'envolée de l'inflation, des taux, de la diminution du pouvoir d'achat et de la consommation des ménages? Nul le sait pour l'instant. Ouais, mais le truc, c'est que justement, si on part du principe que, a priori, les riches, parce qu'ils investissent, parce qu'ils sont capables de faire les soldes pendant les crises, etc., si on part du principe que les riches ont tendance à gagner plus pendant les crises, c'est ça l'intérêt du luxe, c'est que le luxe, c'est pas tellement un secteur qui est corrélé aux difficultés économiques, parce que par définition, les riches sont riches. Tac, Jefferies, la banque américaine d'investissement, reste pour le moment à l'achat sur l'action, avec un objectif de cours de 740 balles. Quant à la Chine, plus volatile encore que prévu, il n'est pas encore possible de savoir si nous assistons au dernier hurrah avant une période de ralentissement prolongé séquentiel. Voilà, je ne sais pas ce qu'est une période de ralentissement prolongé séquentiel. Ils l'ont... Non, bon, on s'excuse, hein, il est venu pour dire deux trucs. Et là, il m'impressionne, là, il balance une période de ralentissement prolongé séquentiel. En fait, il est pas venu pour rien, quoi. Ils lui ont payé le billet de Thalys pour qu'il envoie du lourd. Du côté de Stifel, la prudence règne aussi. Si on vise tout de même les 750 euros, le courtier se dit conscient et vigilant. Le groupe LVMH reste malgré tout solidement, ils veulent dire quoi, attaché à son statut de leader mondial et sa capacité à imposer ses prix aux clients n'est plus à démontrer. De plus, sa très forte diversification de son portefeuille de marques a de magnifiques atouts à faire valoir. Odo BHF, par ailleurs, estime que le groupe français doit bénéficier nettement d'effets de change positifs cette année. Et bien voilà, que faire de LVMH? Ça me donne envie d'ouvrir une position, hein. Je vous cache pas que ça me donne envie d'ouvrir le dossier. Voilà, je me tâte, les amis. Dites-moi si vous êtes dans LVMH, dites-moi si vous êtes en train d'acheter. Et l'autre truc, c'est que j'ai peur que si je me dis, encore une fois, oui, mais attends, ça va peut-être rebaisser, etc. Voilà, le truc, ça décolle et on le revoit jamais. Donc dites-moi comment vous faites dans ce genre de cas, ça m'intéresse. Alors maintenant, on va écouter une histoire un petit peu plus triste que celle d'LVMH. Alors, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est l'histoire d'une biotech qui s'appelait Entremed Inc. Et pourquoi est-ce que cette histoire est intéressante? Déjà, comment est-ce que je suis tombé dans cette histoire? Vous savez, j'imagine que vous le savez, mais le cœur de mon travail, c'est pas la finance, c'est la rhétorique. Et j'ai une chaîne où je fais des analyses, où je fais des études de cas pour montrer la dimension rhétorique de certains succès, de certaines personnalités, de certains débats, de certains événements que beaucoup de gens ont vu passer. À côté de ça, j'ai une chaîne qui est plus un atelier où je fais faire des exercices aux gens, où je fais des études de cas plus rapides, où je donne des plans de discours, où on est vraiment plus dans le travail que dans des formats plus divertissants. Et sur cette chaîne, je suis en train de lancer un nouveau format où j'analyse des articles scientifiques sur la persuasion, et l'objectif c'est d'en tirer des moyens de faire des discours qui sont plus efficaces. Et donc il y a beaucoup d'articles sur la persuasion qui sont écrits par des gens qui sont dans le domaine de l'économie et de la finance, parce qu'il y a beaucoup de choses autour si vous voulez, il y a des dilemmes, des petites mises en situation, des jeux qui permettent d'identifier, voilà, si on donne tant comme incitation, enfin c'est beaucoup dans le domaine de l'économie. Donc il y a une petite histoire qui est rapportée dans un article que je suis en train de lire. On a donc l'entreprise Entremed qui annonce qu'elle a un brevet pour un potentiel traitement pour le cancer. Et donc on a le 28 novembre un article qui est publié dans la revue Nature, et il est aussi publié dans le New York Times à la page 28. Et donc ce qui se passe évidemment, c'est que il y a des gens qui ont l'information, et le prix de l'action explose de 28%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 5 mois plus tard, le New York Times va publier un nouvel article sur cette histoire sans apporter aucune nouvelle parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles, mais cette fois, il le publie en première page, et cette fois, on a une augmentation sur la journée de 330% du cours de l'action, et de 7,5% de toutes les biotech, de tout le marché des biotech. Donc c'est quand même super intéressant. Et ce qu'ils disent, c'est que ça a donc cette information, cette
première, cette une du journal, ça a fait des mouvements de plusieurs milliards de dollars. Et si vous voulez, il n'y a pas eu d'informations nouvelles. Et donc pourquoi ce genre d'histoire c'est intéressant? Ça tend à montrer qu'il y a quand même un avantage à suivre les dossiers de près. Voilà, ceux qui ont eu l'information le 28 novembre et qui étaient investis et qui ont bénéficié de la hausse quand tout le grand public a chopé l'information, bah ils devaient être super contents. S'ils ont vendu après, hein, si on regarde le cours de cette entreprise, ça a été énorme. Le prix que c'est, ouais, ça a été valorisé près de 9000 $. C'est fou le prix que ça a valu. Et aujourd'hui, on est à 1,92 $. Imaginez, vous achetez là et vous vous dites t'inquiète ça va remonter, etc. Ah là là, il y a un moment je pense qu'il faut savoir couper ses pertes. Et donc ça c'est l'autre leçon. Donc première leçon, bah effectivement quand on suit les dossiers de très près, on peut avoir des informations avant les autres et donc bénéficier des hausses de marché. Mais donc il faut vous dire que moi qui suivons la plupart des dossiers d'un peu loin, il faut pas espérer faire des coups. Je pense qu'il faut pas essayer de faire des coups. Je pense que notre meilleure sécurité, c'est d'investir dans des bonnes boîtes et de les garder longtemps. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire des coups, on va avoir un coup de retard. C'était donc la petite histoire d'Entremed qui nous rappelle que les marchés ne sont pas forcément rationnels. Donc prudence. Alors côté investissement, eh bien, on a terminé le mois de février avec 112,55 € en dividendes récoltés. Donc vous voyez, hein, mon plus mauvais mois devient de mieux en mieux, c'est intéressant. Vous voyez, hein, il y a des pointes parce que les mois où les ETF payent les dividendes, évidemment, c'est plus élevé. Et voilà, on voit cette belle tendance qui se dessine et le mois de mars devrait être très intéressant. Une autre courbe que j'aime beaucoup regarder, c'est la courbe des loyers que je reçois avec Realty qui me permet d'investir dans des maisons et dans des immeubles aux États-Unis. Et voilà, on s'approche des 7 $ par semaine. Et je vous rappelle que là-dessus, mon objectif, ce serait d'atteindre 100 € par mois à la fin de d'ici à la fin de cette année. Et quand on voit la vitesse avec laquelle ça grandit, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des dollars qui sont immédiatement réinvestis dans des nouveaux projets. Ça tombe tous les lundis. On a quelque chose qui permet de vraiment bénéficier des intérêts composés. Alors, on termine avec le dossier Bucks. J'essaie de regarder ce qui se dit sur le forum de l'application. Et en fait, je le sens plus. Parce que il y a de plus en plus de gens qui se plaignent du fait que le service client fait l'autruche, que ça répond plus, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc ça veut dire que cette décision, peut-être que c'était une décision nécessaire au plan business qu'ils ont pris d'introduire des frais de 2,99 € par mois, mais en tout cas ils sont en train de perdre leur public, ils sont en train de perdre la confiance de leur public. Et moi c'est plus un courtier que je peux recommander parce que l'intérêt que je voyais chez Bucks, c'est que c'était un super courtier pour commencer à investir, parce qu'en termes de frais c'était un des plus intéressants du marché pour quand on investit des petites sommes et qu'on veut se diversifier rapidement dans des ETF, dans des actions européennes, américaines, etc. Mais voilà, quelqu'un qui commence à investir peut pas payer 2,99 € par mois, et comme en ayant aujourd'hui des frais qui sont moins intéressants que la plupart des néo-courtiers, eh bien l'application c'est vraiment une application simple quoi. Il y a pas énormément de choses qu'on peut faire avec. Je vois vraiment pas comment ils vont pouvoir justifier ces frais, et du coup je vois pas comment ils vont pouvoir acquérir de nouveaux clients. Donc je vous l'ai déjà dit, si vous avez un petit portefeuille, je pense que c'est une bonne idée d'aller faire le benchmark. Voilà, enfin il y a pas mal d'applications qui vont vous offrir les mêmes services. Vous avez Trading 212, vous avez Trading Republic, vous avez DeGiro, vous avez eToro, enfin vous en avez plein. Vous avez plein de courtiers qui vont vous permettre de commencer à investir avec des petits frais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré une partie de mon argent de mon portefeuille Bucks pour l'investir dans des ETF chez DeGiro, parce que pour les ETF DeGiro, c'est très bien. Il y a certains ETF qu'on peut acheter une fois par mois sans payer de frais. Donc c'est là-dedans que je réinvestis mes dividendes, et donc je vais renforcer mes positions dans certains ETF. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai ouvert un compte chez Interactive Broker, parce que c'est un des plus réputés. Il a un peu une interface pro en fait, et ce qui me retenait, c'est pour ça que j'aimais tellement Bucks, c'est que Bucks, l'interface est super simple. Pour Interactive Broker, ça ressemble vraiment à un truc de trading, mais je vais l'utiliser en fait, Interactive Broker, comme un compte épargne où je vais régulièrement mettre un petit peu d'argent, et une fois de temps en temps je vais faire un gros achat et je vais jamais le regarder, je vais vraiment le laisser comme un courtier sûr sur lequel je fais
sur lequel je fais du long terme. Et là, je suis en train de chercher une alternative à Bucks pour faire du stock picking, pour continuer de m'amuser, parce que c'est vraiment ce qui me plaît, moi. Ce qui me plaît, c'est quand je vois une nouvelle dans les journaux, etc., de mettre une petite partie pour suivre le dossier. Enfin voilà, c'est ce qui m'amuse et c'est le contenu que j'ai envie de créer. Donc j'ai envie d'avoir un courtier qui m'accompagne dans le contenu que je produis pour vous. Donc dès que je trouve quelque chose qui est intéressant pour faire ça, qui me convient pour faire ça, eh bien je vais sûrement liquider les positions qui me restent chez Bucks pour les transférer là-bas. Donc voilà, si vous êtes client chez Bucks pour avoir une vision complète du dossier, je vous invite à aller sur leur forum, vous tapez Community Bucks et vous allez voir le topic sur le fait que Bucks introduit des frais. Vous allez voir l'ambiance générale et vous faites ce que vous voulez évidemment, mais il faut pas que l'habitude vous retienne d'aller voir ailleurs. Et bien voilà pour cet épisode, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.